News, on peut tout se dire jusqu'à minuit avec Patrick Bonin, directeur général de l'agence Jean. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous ce soir. Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et William Tay, président du Cercle de réflexion Le Millénaire. Bonsoir William, bonsoir. Merci d'être avec nous aussi ce soir. Les débats vont être riches, nombreux et variés, je l'espère, ce soir. D'abord, un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri et on commence nos débats dans quelques minutes. Un soldat du feu avoue être à l'origine de plusieurs incendies dans l'Hérault. En garde à vue depuis mercredi, l'homme a expliqué ses actes par un besoin de reconnaissance sociale et la poussée d'adrénaline que les feux provoquaient. Le parquet souhaite requérir son placement en détention provisoire. Il risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende. En Ardèche, un homme a lui aussi avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Suspecté d'être à l'origine des incendies, l'homme de 44 ans, arrêté hier, est passé aux aveux lors de sa garde à vue. L'incendie a été maîtrisé par les pompiers ce matin, mais il n'est pas encore totalement éteint. 1200 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Et puis ce jeudi 28 juillet, l'humanité a consommé l'ensemble de ce que la planète peut produire en un an. Elle vivra donc le reste de l'année à crédit. À titre d'exemple, si tous les humains vivaient comme les Français, le jour du dépassement serait intervenu encore plus tôt, le 5 mai 2022. Merci Adrien, à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Profitant du contexte international et de la hausse des prix, Total engendre un bénéfice record de 5,7 milliards au premier trimestre 2022. Et cette question, faut-il taxer Total et ses super profits? On prend l'exemple de Total, mais toutes ces entreprises qui super profitent maintenant, comme on dit. Yves Bourdillon, on entend un gouvernement plutôt réticent à cette idée. Pourquoi? Et est-ce que c'est compréhensible? Oui, c'est assez compréhensible puisque c'est un grand classique, surtout par période d'inflation ou de difficultés économiques. L'entreprise est toujours un bouc émissaire assez facile. Elle fait des profits gigantesques, il faut donc les taxer pour les répartir et pour enrichir l'État. Mais il faut reconnaître que l'État français est déjà celui qui reçoit les recettes les plus élevées de la planète en proportion du PIB. Les dépenses publiques sont les plus élevées en France par rapport à, je crois, tous les pays du monde. On est champion en Europe, je crois. Oui, et donc champion du monde, parce que l'Europe est très riche de ce point de vue-là. Donc on doit être à peu près au niveau des Belges et des Danois. Donc effectivement, on dit toujours qu'il faut taxer. Et alors, effectivement, le profit fait envie. Donc surtout dans un pays comme le nôtre. Moi, je me rappelle de la phrase de Churchill qui disait, parce que au Royaume-Uni aussi, il y a des débats. Déjà à l'époque, il disait, on a l'impression quand on écoute la gauche que faire des bénéfices est un péché. Moi, je croyais naïvement que c'est faire des pertes qui est un péché. Donc c'est un peu normal quand même qu'une entreprise dégage des profits considérables. Et juste, j'ai fait un petit calcul en venant. Si on confisquait tous les bénéfices de Total ce semestre et qu'on les répartissait entre tous les Français, ça procurerait une rente qui rapporterait de quoi se payer un café par an. Alors, pour chaque Français. Pour chaque Français. Oui, donc 5,7 milliards. Oui, divisé par 67 millions, vous avez 80 €. Okay. Vous placez ça à la caisse d'épargne, ça vous fait 1,60 €. Il y a l'inflation qui risque de manger ça, mais voilà, vous payez un café. Alors, on ne va pas dissuader les investisseurs, les faire déménager, parce qu'un investisseur qui se fait taxer, il déménage pour 1 € pour un café par an. Surtout que ce bénéfice-là, normalement, s'il est très élevé, ça peut paraître choquant, parce qu'il y a des milliards, mais normalement, il est utilisé. En emploi, en investissement, les dividendes ne servent pas à dormir dans un placard ou à payer des Rolex, enfin des montres de luxe. Vous arrêtez de me citer des marques tous en ce moment, là, je ne sais pas ce que vous avez. On va être obligé de s'excuser après. Non mais on comprend bien évidemment le propos, Yves Bourdillon, et notamment avec ce calcul assez éclairant. Pour autant, vous avez derrière vous, et on a tous derrière nous, cette magnifique illustration de ces totems de stations-service où le prix grimpe de plus en plus. Et ça empêche certains Français de boire un café parce que ça coûte très cher. Tout à fait ça coûte de plus en plus cher. Et en plus de cela, ça répond à un contexte international dont Total profite. On ne peut pas s'en féliciter. Alors, quitte à ne pas taxer William Tay Total, c'est super profit de Total. Est-ce que Total doit se dire on va aller plus loin dans la solidarité nationale? 10 centimes pendant 2 mois, puis... Non, 20 centimes pendant 2 mois, puis 10 centimes. Est-ce que c'est suffisant? Excusez-moi, l'essence que vous citez est taxée à 70%, déjà. Oui, non mais est-ce que... Oui, d'accord, par l'État. Mais est-ce que Total doit aller faire un geste? Quitte à ne pas avoir 5,7 milliards en un trimestre, mais peut-être 5 milliards.
William Tay. La question essentielle, c'est de savoir est-ce que les taxes vont servir à quelque chose. Vous avez cité Winston Churchill, donc je vais faire de même. Winston Churchill disait que le capitalisme, le vice inhérent du capitalisme, c'était l'inégale répartition des richesses. Le vice inhérent du socialisme, c'est l'égale répartition de la misère. Et donc la difficulté qu'on a dans le modèle français, c'est que même si vous avez des taxes... J'espère que vous avez une citation de Churchill ici. Vous avez des taxes qui sont records, des dépenses publiques qui sont records. Est-ce que c'est pour autant que l'État français va mieux? Est-ce que c'est pour autant qu'il y ait moins de pauvres? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que notamment depuis les années 80 ou même depuis les années 70, c'est ce qu'on appelle les deux chocs pétroliers, les dépenses publiques par habitant ont augmenté en France. On atteint désormais 65% de dépenses publiques et malgré tout, on atteint également la même année le nombre record de pauvres. Donc la même année, vous avez le record de dépenses publiques, vous avez un nombre de records qui est de plus en plus conséquent. La crise des Gilets jaunes a montré que vous avez de moins en moins de services publics. Est-ce que c'est pour autant le modèle qu'on veut? Et donc du coup, il faut chercher à taxer ou est-ce qu'il faut changer un nouveau modèle? Quand vous dites justement que Total fait pas mal de bénéfices, mais est-ce que Total... Ils en font beaucoup, mais c'est un secteur qui est très concurrentiel. Et en plus, c'est un secteur qui est en pleine mutation. C'est-à-dire que sur le secteur énergétique, Total va devoir investir. Moi, ce qui me pose question sur les grandes entreprises comme Total... qui s'appelle plus Total d'ailleurs, Total Énergie. Total Énergie, c'est est-ce que Total va réussir à faire sa mutation pour investir dans les nouvelles énergies, notamment qui sont très concurrentielles et qui vont permettre d'apporter un bien commun à la France, et notamment d'être leader de la transition énergétique. Ça, c'est le premier. Hydrogène et toutes les énergies renouvelables. Tout à fait. Et sur la deuxième question sur comment on fait pour baisser le prix de l'essence, je pense que c'est l'État qui est responsable. Parce que Total a enregistré des bénéfices qui sont records, mais l'État français et les collectivités territoriales ont enregistré également des taxes qui étaient records sur ces questions énergétiques. Et quand on regarde la taxe environnementale, parce que la taxe sur l'énergie est justifiée par une taxe environnementale, est-ce que la France a bien dépensé son produit de taxe environnementale? Quand on regarde le produit des éoliennes, est-ce que les éoliennes permettent aux Français d'être certains de passer l'hiver et d'avoir assez d'énergie à la fin de l'année? Est-ce que ça nous permet d'être autosuffisants en termes de gaz, en énergie fossile, etc. Actuellement, non. Donc je pense que l'État français doit mieux gérer son argent, soit le rendre aux Français pour relancer la consommation et le pouvoir d'achat, soit l'investir plus justement pour que la France devienne une puissance souveraine énergétique. Patrick Bonin, avec la citation de Churchill obligatoire. Non, je ne vais pas faire de citation de Churchill. Taxe ou pas taxe? Pas taxe, évidemment. Super taxe ou pas de super taxe? Pas de taxe du tout. D'accord. Pour une raison très simple, c'est bien parce que j'avais un plateau avant où tout le monde était pour la taxe, j'ai un plateau maintenant où personne n'est pour. Pour deux raisons majeures. La première, c'est un problème de concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire que Total, certes, distribue de l'énergie. Au passage, les profits de Total sont une part infime liée à la distribution de carburant. Donc c'est une part très très faible. Effectivement, 70% du prix qui est derrière nous dépend de ça. Vous dites, pardon, tous les trois, d'accord, mais c'est absolument inaudible. Alors c'est justement là où je veux en venir. Heureusement que je suis là pour vous énerver un peu, mais on a fait la démagogie pendant 40 ans qu'on est dans cette situation. Et c'est surtout un problème de concordance de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette annonce, mais qui est une annonce réglementée. Total doit communiquer sur ses profits, ce qu'il fait, et qu'effectivement cette communication, mais ils n'y peuvent rien, elle est réglementée, arrive dans un moment où pas de chance, c'est sûr que le prix de l'énergie, c'est pas le bon moment pour communiquer sur le fait qu'on fait des profits. Juste un point, c'est que vos téléspectateurs ont pu voir dans un bandeau juste avant que EDF, lui, avait annoncé des grandes difficultés parce qu'il avait d'autres enjeux, notamment sur le nucléaire. Et donc, oui, on peut tout à fait taxer Total Énergie, mais qu'est-ce qu'on fait du coup des distributeurs autres? Au passage, derrière, il y a Leclerc, Intermarché, qui sont les principaux distributeurs d'énergie, enfin de fuel à la pompe. Et donc, si on fait pour les uns, on va le faire pour les autres. Je crois que Michel-Édouard Leclerc vient sur cette antenne demain matin. Je fais même la promo. Et du coup... Parfait. Vous n'avez pas de citation de Churchill, mais vous faites très bien l'autopromo. Bravo. C'est déjà pas mal quand même. Et effectivement, il va dire, attendez, si en plus on nous taxe sur les faibles profits qu'on fait, j'imagine que Michel-Édouard Leclerc précisera que ça représente entre 0,02 centimes par litre de gasoil. Il vous dira, déjà, j'en fais pas beaucoup. Si en plus vous me taxez mes profits... Et les Français vont plaindre. Mais non, mais c'est... Et du du coup, effectivement, la solution, c'est pas de taxer. La solution, elle est simple pour l'État. Mais vous pensez baisser la taxe sur les produits pétroliers pour permettre aux Français Michel-Édouard Leclerc, les Français vont plaindre les sociétés de grande distribution. Mais les Français, ils ont une seule envie, c'est que le prix, on soit tous à 1,50 €. Et ça, la seule solution, c'est que l'État suspende les taxes. Point. Mais moi, j'ai évidemment dessus, parce que j'ai travaillé dans une station-service pendant plusieurs années, comme boulot étudiant, donc je sais de quoi je parle. Dans les années 2008-2010, quand j'ai travaillé quand j'étais quasiment mineur, et ben en fait, les Français venaient et disaient, mais comment ça se fait que ça augmente tout le temps? C'est la faute des pétroliers. Et ce que les Français ont compris, notamment avec la crise des Gilets jaunes, c'est que c'est l'État, et notamment l'augmentation des taxes qui conduisent à ça. Donc aujourd'hui, les Français ne vont plus voir les pétroliers en disant baisser le prix, parce qu'ils savent qu'ils font entre 4 et 6 centimes par litre de bénéfices. Et ils savent qu'en fait, la plus grande partie des recettes est enregistrée par l'État. Et ce qu'ils demandent à l'État notamment, et c'est pour ça qu'ils demandent à Emmanuel Macron lors de la crise des Gilets jaunes, et maintenant de faire un effort sur le prix du carburant, c'est de baisser en baissant les taxes concrètement. La taxe flottante.
L'exemple Jospin, par exemple, ça peut marcher, Yves Bourdillon? Je ne sais pas parce que je la connais pas très bien, mais j'imagine que c'est quand même peut-être un progrès par rapport au système actuel où c'est quand même il y a la TVA à 20% et puis il y a tout le reste qui est une taxe fixe en quelque sorte. Donc ce serait pas mal, mais au passage il y a quand même un petit paradoxe qui est étonnant, c'est qu'on se retrouve avec un essence qui est très cher, alors que le baril est à $109. Et que l'essence n'a jamais été aussi peu chère aux États-Unis que depuis. Et $109, c'est loin des records historiques. On a eu une fois à $147. Ouais. Alors le cours du dollar et de l'euro n'était pas le même. Enfin, on a eu $147 et on n'était pas avec 2 € le litre. Et ça s'explique comment? La spéculation sur les marchés? C'est de l'inquiétude liée à la contexte international? Je ne vais pas faire un cours d'économie. Mais non, mais vous êtes très calé, alors j'en profite. Non, mais il y a une part, c'est que Total. Même s'ils font beaucoup de bénéfices, c'est parce qu'ils avaient acheté du pétrole avant et donc du coup ils provisionnent le stock et notamment avec le prix qui est en cours et donc du coup ça augmente leur valeur comme ça. C'est comme ça qu'ils augmentent une grande partie de leurs bénéfices. La deuxième question, c'est aussi l'augmentation de la taxe parce qu'en fait depuis François Hollande et notamment Ségolène Royal, on a mis en place l'augmentation et donc le prix moyen de l'énergie et donc du coup on a augmenté petit à petit les taxes et puis surtout les collectivités territoriales ont fait augmenter ce qu'on appelle la TICPE, donc taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et c'est cette taxe là en fait qui est très importante. Et il faut pas oublier qu'en fait on a une TVA sur la TICPE. Et donc, du coup, on a un genre de taxe qui représente 70%. Et donc, cette augmentation de taxes continue pour faire continuer les dépenses publiques et notamment pour faire tourner les collectivités locales parce qu'elles ont embauché à gogo depuis le début des années 2000, a conduit à cette augmentation-là. Et je pense que si par contre on ne revient pas sur un changement de modèle, on ment aux Français terriblement. On va leur dire, en augmentant les taxes, en augmentant les dépenses publiques, vous allez devenir plus riches. Mais les Français comprennent petit à petit, et c'est pour ça qu'ils sont partis manifester en 2018, que plus on augmente les dépenses publiques, plus on augmente les impôts, c'est toujours les mêmes qui paient. Et au final, ils auront des services publics de moins bonne qualité et surtout, ils s'approvisent avec le temps. J'ai un chiffre à donner notamment en termes de comparaison. Dans les années 70, en termes de PIB par habitant, la France gagnait autant par habitant que l'Allemagne ou les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis gagnent 2 fois plus que nous. Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans ? Même en comparaison avec la Suisse aussi, au passage. Dites-nous, William, continuez. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle industriel productiviste, on est passé sur un modèle consommation et on a abandonné notre partie industrielle. Et surtout, la logique la plus importante, c'est que dans les années 80, on a eu le pire président de l'histoire de la Ve République, qui était François Mitterrand, qui a introduit ce qu'on appelle l'excès de socialisme. En France, on dit à chaque fois, oui, il y a un excès de néolibéralisme. Mais non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on a un excès de socialisme parce qu'on a changé de logique. On est passé aux 35 heures, on arrête de produire, on arrête de travailler. Et en arrêtant de produire, en arrêtant de travailler, on a fait en sorte que les Français, comme le disait Churchill, certes, ils ne sont pas sur une égale répartition de la richesse, mais sur une égale répartition de la misère. Oui, mais renommer l'émission, on peut tous citer Churchill, parce que c'est vraiment la mode depuis le début de l'émission. Patrick Bonin. Après, il faut que les Français ils le voient. La France est administrée en grande partie, on l'a vu pour la crise du Covid, où l'administration de la santé a permis d'être dans la situation dans laquelle on connaît et que la France en soit sans doute sortie le mieux que beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc effectivement, la France est un pays administré. Alors depuis le président Mitterrand, comme d'ailleurs depuis beaucoup de choses, donc beaucoup d'éléments sont administrés. Le prix de l'essence est administré. C'est plutôt là où il faudrait faire preuve effectivement d'une certaine forme de volonté politique de le changer. Vous parliez de taxes flottantes, c'est une solution. Il peut même y avoir des blocages temporaires de prix, des aménagements du prix, des fixations temporaires de prix. Et il faut effectivement qu'on comprenne tous que c'est surtout les ménages les plus défavorisés qui ont du mal à remplir. Et donc, et c'est d'ailleurs souvent eux qui en consomment le plus, notamment sur les territoires français quand même qui mais les grandes majorités par ces prix. Quand on est à 2 € ou plus à la pompe, notamment pendant les vacances, ça impacte les Français, pas que les plus défavorisés. Non, mais par contre, ceux qui sont les plus défavorisés sont ceux qui ont du mal, comme vous le disiez tout à l'heure, à pouvoir s'offrir ce fameux café. Et donc, c'est là où c'est d'aider les plus défavorisés. Et c'est sans doute ce type de mécanisme que le gouvernement doit essayer de mettre en place, si tant est que celui-ci soit possible. Il y a quand même d'autres acteurs. Là, on parle de Total Energy, mais il y a d'autres acteurs qui ne sont pas français. Et donc, taxer les super profits d'un acteur français, c'est par principe avoir un défaut de concurrence vis-à-vis d'un marché qui est ultra concurrentiel, notamment chez les gens anglais, que ce soit British Petroleum ou d'autres marques que nous ne pouvons pas citer. Donc, nous ne les citerons pas. Trop tard. Quand vous en citez plusieurs, ça marche. On va écouter ce que disait Elisabeth Borne, la Première ministre, au sujet de ces super profits. Elisabeth Borne qui semble plutôt être en phase avec ce qui vient d'être dit sur ce plateau au sujet de ces records de bénéfices pour Total. Elisabeth Borne. Un problème avec...
un problème technique. On entendra Elisabeth Borne plus tard. On va passer à un thème qui est lié, vous l'avez un peu abordé, William Tay, c'est le gaz et ce qui inquiète de nombreux pays européens cet hiver qui pourrait s'avérer être très froid et ces approvisionnements en gaz à cause du contexte de la guerre en Ukraine pourraient nuire à ces pays. On pense notamment à l'Allemagne, ultra dépendante du gaz russe. On parle même d'ailleurs, Yves Bourdillon, d'un deal, d'un marché entre la France et l'Allemagne. La France fournirait du gaz à l'Allemagne qui en manquera terriblement, en échange de quoi l'Allemagne nous donnerait un peu d'électricité. C'est possible, ce genre d'arrangement sous la table, sous le menton entre les deux locomotives européennes? Oui, à vrai dire, tout est possible en matière d'énergie du moment qu'on a les tuyaux aux bons endroits. Donc, on peut imaginer comme ça des accords électricité, parce qu'il se trouve que malheureusement, le parc nucléaire français étant pour moitié en maintenance actuellement, on n'arrive plus à produire autant d'électricité qu'avant, ce qui est d'ailleurs un drame. Donc, est-ce que du coup, on va fournir du gaz? Je ne sais pas d'où il viendrait d'ailleurs, peut-être d'Espagne. D'Algérie ou du Qatar. Qui sont déjà un peu au taquet, donc ça va être un peu compliqué de trouver du gaz. Mais déjà... On a des réserves, nous, la France. On a des réserves de gaz. Et l'Espagne aussi. Voilà, donc, l'Espagne aussi. On peut fournir un peu et aider les Allemands. Oui, mais à vrai dire, d'abord, on imagine ce scénario, mais il faut quand même mettre un petit conditionnel. Poutine n'a pas... En ce moment, il utilise le gaz comme arme géopolitique. Je ne sais pas s'il va le faire pendant 6 mois, parce que ne serait-ce que le gaz, c'est le quart des recettes en devises du pays. Et puis il est en train de mettre par terre, il a déjà bien fait, de mettre par terre, enfin c'est déjà à peu près acquis que sa réputation de fournisseur fiable dans l'embout, s'il continue, plus personne ne va... Il y a des problèmes techniques sur les gazoducs, vous comprenez bien. Oui, il y avait une turbine qui était tombée en panne. Voilà. Et vous pensez qu'il met la pression, sans mauvais jeu de mots, sur les Européens et sur ses partenaires habituels, mais qu'à la fin, il finira en difficulté, Poutine? Peut-être. Parce qu'il recherche des partenaires. On a vu Lavrov en Afrique, oui, bien sûr, aller chercher des nouveaux partenaires en Asie du Sud-Est. Il peut se relever aussi, Poutine, de cette guerre économique qui lui est menée par les Européens. Absolument. En trouvant d'autres partenaires. Je ne vois pas très bien lesquels. La Zambie, c'est-à-dire qu'il faut compter les volumes. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable d'acheter l'équivalent de ce qu'achète l'Europe, il faut être riche, il faut être très nombreux. Donc actuellement, il n'y a que les Chinois. Or, les Chinois ne vont pas, ils importent, je crois, en pétrole 1 million de barils par jour, en gaz, je ne sais pas, mais ils ne vont pas quintupler leurs importations d'hydrocarbures pour faire plaisir à Vladimir. Surtout les Chinois, ils savent négocier. Et d'ailleurs, actuellement, ils obtiennent des rabais. Ce qui fait que la flambée des cours des hydrocarbures, la Russie n'en profite pas tant que ça. Donc, déjà, c'est un coup de poker. Peut-être qu'il va couper le gaz, peut-être pas. S'il coupe le gaz... J'ai fait un petit calcul, le gaz russe représente 2,5% des besoins énergétiques français. Oui. C'est pas. On n'est pas très inquiets, nous, en réalité. Voilà. Nous, Français, c'est l'électricité, c'est notre problème. Notre parc est vétuste et on sera solidaire avec l'Allemagne qui s'est mise dans la main du gaz russe un peu bêtement en écoutant les écolos. Puis si jamais les Allemands doivent mettre un pull de plus cet hiver, ils mettront un pull de plus. C'est une façon diplomatique de dire les choses, William Tay. Cette situation est quand même particulièrement inquiétante. Et aussi du point de vue politique et diplomatique pour la solidarité européenne. On voit certains pays dire « Attendez, la Grèce notamment, le Portugal, l'Espagne, on a fait des efforts, on a fait une transition énergétique, on a fait un vrai mix énergétique avec des énergies renouvelables. Vous avez d'autres pays à contre-courant, et notamment la Hongrie de Viktor Orbán qui dit « La Russie, ça nous va très bien et on aime bien ce gaz et il va continuer, M. Poutine, à nous en fournir ». L'Europe tremble. La difficulté, pas que de froid. La difficulté de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas une stratégie claire dans la mesure où elle est composée d'États membres avec des intérêts qui sont très divergents entre le nord et le sud et entre l'ouest et l'est. Et cela est marqué notamment sur la question énergétique entre la France et l'Allemagne. Parce que même si on parle de couple franco-allemand, c'est plutôt un couple qui est de plus en plus divergent, de mesure où on a des intérêts qui sont de plus en plus contradictoires. On l'a vu sur la question de la taxonomie, où l'Allemagne a tout fait avec les pays du Nord pour lutter contre nous, notamment sur la question de la centrale nucléaire. Moi, je pense que ce qui se joue sur la question énergétique, c'est de savoir qui sera le principal pays européen, notamment à fournir le reste des pays. Je pense que la France, si elle relance efficacement son programme de centrale nucléaire, est en capacité de fournir dans les années à venir une énergie décarbonée à tous les autres pays européens. Mais seulement l'Allemagne n'en veut pas, parce que ça veut dire que tous les autres pays seraient dépendants de la France. Ah oui. Et ce qui se joue à la fois, c'est une question de lutte d'influence. L'Allemagne, on a un avantage dessus, c'est que si par cas ils n'ont pas assez de gaz, quasiment la moitié de leur industrie n'est pas en état de tourner. Donc je pense qu'effectivement, il faudra être solidaire, mais plutôt que d'être des euro-BA classiques comme ce que la France a été depuis le traité de Maastricht, il faut jouer une question de rapport de force. Oui, on va vous aider, l'Allemagne, mais en échange,
Vous allez faire passer certains de nos éléments de réforme. Du Sud, et on jouera exactement comme eux jouent avec nous, parce qu'il y a plein de décisions, notamment sur les questions macroéconomiques, sur les questions bancaires, où l'Allemagne joue contre nous, notamment sur la question des taux d'intérêt, par exemple sur la question de la politique monétaire. Donc oui, on fera un deal avec l'Allemagne, on leur donnera de l'énergie, parce que sinon ils n'ont pas les moyens de tenir, mais en échange, sur plusieurs sujets, ils vont devoir écouter la France, notamment sur la question de l'hydrogène, où Bruno Le Maire avait fait une proposition de projet commun européen où l'Allemagne a bloqué, sur la question de la politique de concurrence, où l'Allemagne, à plusieurs reprises, sous l'influence allemande, la Commission européenne avait bloqué des projets français de fusion. Donc oui, on les aidera, mais uniquement à nos conditions, parce que la France doit défendre une vision de l'Europe. Oui, on est pour la construction européenne, mais une construction européenne qui est politique et qui décline un projet de grandeur sur le projet de ce qu'avait proposé De Gaulle avec le plan Fouchet, pour que l'Europe s'inspire davantage que de la France, plutôt qu'elle s'inspire davantage de l'Allemagne pour défendre les intérêts français. De Gaulle, Churchill, UMT. Vous n'avez pas des citations encore? Ça ira. Patrick Bonin. Est-ce qu'il faut contraindre l'Allemagne politiquement, finalement, comme le dit William T, à plus de compromis et arrêter de faire cavalier seul, si je résume votre développement? Oui, il y a forcément un enjeu diplomatique, mais il y a surtout un enjeu économique. Le prix du gaz augmente beaucoup. À un moment ou à un autre, Vladimir Poutine, la Russie, est un acteur diplomatique qui sait mettre ses pièces sur un jeu d'échiquier. Les Russes sont très bons aux échecs. Là, aujourd'hui, la séquence, c'est de faire augmenter le prix du gaz pour effectivement dire, vous voyez, je le contrains, je coupe le robinet et le prix va monter. Et effectivement, à un moment, quand on fait monter le prix, il faut quand même pouvoir le vendre. Et je suis d'accord que si on ne le vend pas, on aura beau faire monter le prix, on ne vend rien, donc ça ne marche pas. Donc il y a quand même de fortes chances que ces robinets s'ouvrent, parce que sinon, effectivement, Vladimir Poutine se retrouve sans ressources et tant qu'il fait la guerre, la ressource économique est quand même essentielle pour lui. Donc oui, c'est un jeu de poker menteur, et en ce moment, on a tous peur, c'est une peur évidemment légitime. Après, encore une fois, Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, et le gouvernement russe n'est pas complètement fou, donc il a besoin de l'argent de ce gaz pour pouvoir continuer sa guerre, et s'il en sort, pour pouvoir aussi en partie reconstruire les territoires qu'il aura quand même en partie rasés. Donc oui, il y a besoin de cet argent, et oui, très probablement quand même, à un moment ou à un autre, le robinet, ça va s'ouvrir. Mais effectivement, dans le rapport de force entre la France et l'Allemagne, ce prix du gaz inquiète fortement les Allemands. Et effectivement, là, il y a des rapports de force diplomatiques qui se mettent en place. Mais quand même, l'enjeu, certes, il est diplomatique, mais c'est un enjeu d'argent. L'Allemagne a trop peur de payer une facture qui sera beaucoup plus importante que ce qu'elle avait anticipé. Le prix aujourd'hui du gaz a évidemment flambé, sans mauvais jeu de mots. Et les Russes, forcément, à un moment ou à un autre, rouvriront le robinet. Par contre, c'est ceux qui en consomment le plus qui paieront le plus la facture, donc forcément les Allemands. Il y a une question énergétique, mais aussi une question diplomatique, parce que les principaux fournisseurs en gaz alternatifs en fait, à la Russie, si les États-Unis n'augmentent pas leur production de gaz de schiste, elles ne livrent pas l'augmentation de production de gaz de schiste. Où est-ce que viendra le gaz? Des pays du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient? Qui a permis notamment à l'Europe d'avoir des bonnes relations diplomatiques avec ces pays-là? C'est la France. Mais à quel prix? Au prix de notre sang, au prix de nos armées, parce qu'on sommes l'un des seuls pays qui a augmenté notre budget militaire et maintenu un effort militaire sur lequel les Allemands nous ont attaqués, notamment sur la règle des 3%. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que je disais qu'il y a plein de questions. Qui n'existe plus d'ailleurs. Il y a plus sacrifié sur l'autel du Covid. Mais elle reviendra d'une certaine manière. Elle reviendra quasiment bientôt. Mais sur l'ensemble de ces questions, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire un accord avec l'Allemagne. Nous vous permettons notamment de sécuriser vos approvisionnements énergétiques. Mais qui notamment sécurise le maintien des régimes, le soutenir les régimes militairement et leur vendre des armes? C'est la France. Et donc du coup, si vous voulez qu'on maintienne ce type de relation, il faut laisser la France développer son armée. Mais ce qu'on dit Yves Bourdillon aussi, c'est que Vladimir Poutine, à travers de vos développements, on comprend bien qu'il réussit aussi l'un de ses objectifs, c'est-à-dire de diviser l'Europe, et y compris ses deux représentants les plus majeurs diplomatiquement et économiquement, la France et l'Allemagne. Oui, enfin c'est ce qu'il essaye, mais il faut reconnaître que pour l'instant la division européenne est bien plus faible que ce que l'on pouvait craindre, parce que quand même depuis l'invasion le 24 février, les Européens ont finalement fait un front commun assez étonnant. Ils ont même... Il y a des sanctions par exemple. Il y a les sanctions. Beaucoup de pays finalement se posaient des questions et finalement ils ont voté. On fournit des armes lourdes. Tous les pays de l'OTAN, à peut-être une exception ou deux près, livrent des armes lourdes à l'Ukraine, alors qu'il y a 2 mois c'était vraiment un très gros débat parce qu'ils avaient peur d'une réaction russe qui n'est pas venue. Donc pour l'instant les dissensions existent, mais à vrai dire elles ont toujours existé. L'Europe et sur tous les sujets avance toujours
par des crises et finalement, au dernier moment, elle se met d'accord. Donc là, Poutine joue ses cartes. C'est de bonne guerre, j'allais dire, sans mauvais jeu de mots. À la fois sur la flambée des prix des céréales en bloquant les ports de la mer Noire. On va voir ce que ça donne. Sur le gaz, puisque vous soulignez tout à l'heure la hausse des cours qui a commencé il y a déjà un an. Le Gazprom a révisé ses tarifs, ça a triplé en un an. Maintenant, ça a encore doublé. Donc, en fait, il préparait le terrain. Il essaye de diviser, mais pour l'instant, je trouve que les Occidentaux, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, sont quand même assez soudés. Pour l'instant, ça tient. Et si la solution venait de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky, qui déclare qu'il se prépare à augmenter ses exportations d'électricité vers l'Union européenne. Malgré la guerre, dit le président ukrainien, nous avons assuré la connexion du réseau énergétique de l'Ukraine et celui de l'Union européenne en un temps record. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur notre partie énergie et toutes les inquiétudes que cela peut engendrer, que ce soit le prix des carburants à la pompe et les super profits faits par Total et les prix bien sûr du gaz à l'approche d'un hiver que l'on annonce particulièrement rude. On marque une pause, on s'interrompt quelques minutes à peine et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc on peut tout se dire, restez bien avec nous sur CNews. On peut tout se dire, soyez les bienvenus sur CNews si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pendant 1 heure jusqu'à minuit avec Yves Bourdillon des Échos, William Tay, président du Cercle de Réflexion Le Millénaire. On dit Cercle de Réflexion. Avant on disait think tank, vous êtes francisé, voilà. William Tay, Cercle de Réflexion Le Millénaire. Et Patrick Bonin, directeur de l'agence Jean. On fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri et ensuite on parle du burn-out, pardon, c'est pas français, du trop-plein, du ras-le-bol des députés à l'Assemblée nationale. Vont-ils tenir pendant 5 ans? Adrien Spiteri. Mohamed Ben Salman est arrivé à l'Elysée. Le prince héritier saoudien est reçu par Emmanuel Macron pour un dîner au cours duquel la question des droits de l'homme seront évoquées. Aujourd'hui, 2 ONG ont déposé plainte à Paris contre Mohamed Ben Salman pour complicité de torture et disparition forcée du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Le groupe Engie va verser une remise complémentaire de 100 € en moyenne à ses clients les plus modestes. Sont concernées les personnes bénéficiaires du chèque énergie gouvernemental. La directrice générale du groupe, Catherine McGregor, annonce également un fonds de soutien de 60 millions d'euros à destination des petites et moyennes entreprises. Xi Jinping demande à Joe Biden de ne pas jouer avec le feu à propos de Taïwan. Le président chinois et son homologue américain ont discuté ce jeudi par téléphone pendant plus de 2 heures. Joe Biden a réaffirmé que sa position sur Taïwan n'avait pas changé. Selon la Maison-Blanche, il s'oppose à toute modification de statut ou de menace de paix dans le détroit. Et puis au Canada, le pape François a célébré jeudi une nouvelle messe de réconciliation. Le souverain pontife a proposé de refonder les relations de l'Église avec les peuples autochtones. Mais à l'intérieur du sanctuaire, des manifestants ont déployé une banderole. On pouvait y lire « Annuler la doctrine » en référence aux édits papaux du XVe siècle qui autorisaient les puissances européennes à coloniser les terres non chrétiennes. Merci Adrien, tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Des débats qui s'arrêtent parfois à des heures indues, des amendements déposés par centaines, des députés fatigués mais efficaces. C'est un petit peu le paradoxe de cette nouvelle législature, c'est qu'on a l'impression, Patrick Bonin, que les députés sont harassés, ils n'en peuvent plus, ils nous le disent, ils viennent sur ces plateaux parfois jusqu'à minuit et ils retournent sur les bancs de l'Assemblée, on les retrouve le matin avec des yeux, vous imaginez, et pour autant on a l'impression que cette alliance parfois des oppositions est plutôt efficace dans les faits. Il y a quand même un fait simple, c'est que la France est un peu en crise sur pas mal de sujets. Donc effectivement, ça, on avait remarqué. Ça, on l'avait quand même remarqué. Et donc du coup, oui, effectivement, il y a besoin d'un travail parlementaire effectivement conséquent, surtout dans une période où historiquement, c'est vrai que l'Assemblée nationale ne travaillait pas nécessairement beaucoup durant cette période, et on a poussé le calendrier effectivement. Il y a une volonté de tous les groupes parlementaires de se dire on a une nouvelle Assemblée et on est au travail. Alors effectivement, eh bien, ils sont au travail. Alors, il faut aussi reconnaître qu'il y a une partie de cette charge de travail qui est liée à un nombre d'amendements déposés très important, à une volonté aussi des uns et des autres de prendre un maximum de temps de parole. Et donc, ils sont pris à leur propre piège, qui est que plus on veut parler et plus ça prend du temps. C'est un principe assez simple. Cette succession de tweets, c'est assez intéressant à la lumière de ce que vous venez de dire. Caroline Yadan, dévoiement du débat démocratique à l'Assemblée ce soir par la NUPS. 23h17, des centaines
centaines d'amendements déposés par l'extrême gauche qui n'ont rien à voir, dit-elle, avec le projet de loi de finances rectificative 2022. Nous sommes partis pour la nuit. Question essentielle, café ou Guronzan. Aymeric Caron, l'ancien journaliste devenu député NUPS, Assemblée nationale, 1h18, encore 6 articles à étudier sur la loi sur le pouvoir d'achat, décision de continuer, on va donc y passer la nuit, regrette-t-il. Les débats risquent de devenir compliqués. Pas sûr que la démocratie soit efficace ainsi, poussée par la fatigue. Charles, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom de famille, Sitzenstuhl, même si je désapprouve le parti auquel il appartient, mon collègue Aymeric Caron a raison. Vous lui faites un mauvais procès. Le fonctionnement de notre Parlement avec ses séances de nuit interminables est une aberration. Le corps humain n'est pas fait pour travailler et réfléchir la nuit, mais pour se régénérer. Quelle entreprise réunit son COMEX à 3h du matin? Qui décide de dépenser des milliards d'euros minuit passé? Il faut voter moins de lois, avoir des lois plus courtes et cesser les batailles d'amendements stériles. Donc on voit que c'est assez transpartisan, William Tay, cette colère parfois des députés eux-mêmes de dire mais qu'est-ce que c'est que ce travail la nuit, et d'autres qui vous disent bah non, en fait c'est comme ça que ça marche, un peu comme vous disiez Patrick Bonin. Nous sommes en crise sur beaucoup de choses. Les Français attendent de nous de l'efficacité et donc il faut travailler, y compris la nuit. Très nombreux Français travaillent la nuit. Hein. Oui, j'allais dire en plus en référence à énormément de gens, ce tweet. Et des COMEX à 1h du matin, ça peut arriver. Ça arrive dans plein d'entreprises. Voilà. Donc on peut les rassurer. Alors après, évidemment, Aymeric Caron ne connaît pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles il était. C'était pas Aymeric Caron. Mais il y en a beaucoup, en réalité. Ils étaient d'accord. En tout cas, on peut les rassurer. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent tard la nuit et il y a beaucoup de COMEX aussi qui se réunissent à ce genre d'heure. Ça arrive quand on est en crise. Venez dans une rédaction, notamment Exactement. La nuit, et notamment de chaîne d'information continue, vous serez toujours les bienvenus. William Tay. Nous, on assiste à une mutation mondiale. Notamment, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants qui sont choisis dans le monde entier, pas uniquement en France, répondent à un nouvel impératif. Pendant un long moment, notamment après ce qu'on appelle la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient élues sous un type gouvernement des experts, c'est-à-dire des profils qui étaient plutôt techniques et donc qui géraient les choses de façon technique. Ce qu'on voit notamment dans tous les pays, c'est qu'on est passé sur une nouvelle méthode avec des dirigeants plutôt charismatiques. Vous avez parlé de Xi Jinping, vous avez eu Trump aux États-Unis qui va vraisemblablement revenir en 2024. Au Royaume-Uni, qui va tenter de revenir. Au Royaume-Uni, enfin non, on pense qu'il va gagner, mais au Royaume-Uni, vous avez eu Boris Johnson dernièrement, vous avez eu Erdogan en Turquie, vous avez Vladimir Poutine en Russie, et donc c'est un phénomène qui est mondial, et même en Europe, vous avez des phénomènes comme ça, comme Matteo Salvini, qui a une chance d'être élu Premier ministre ou président du Conseil en Italie. Et donc c'est un phénomène qui est mondial. Mais pourquoi est-ce qu'on a des personnalités comme ça, plutôt que des profils classiques, techniques? Parce qu'en fait, le monde entier vit sur des crises qui sont permanentes. Et donc du coup, le monde est en train de changer, et pour répondre par rapport à ces crises, l'expertise qui faisait sienne, qui était une forme de science auquel vous répondez par rapport à ce que vous savez avant, est différent. C'est-à-dire que pour répondre aux crises, maintenant, vous avez des sentiments qui sont beaucoup plus instinctifs, émotionnels et beaucoup plus politiques. Et cette crise, là, au niveau mondial, se retranscrit au niveau national. Et c'est pas pour ça que cette année-là, du coup, vous avez assisté à un changement de régime, à un changement d'un régime en droit constitutionnel, on appellerait semi-présidentiel, à un régime parlementaire où désormais c'est l'Assemblée qui a la main. Et pour que on ait ce type de décision, en fait, c'est normal que les représentants du peuple vivent les mêmes conditions que le peuple au quotidien. Les décisions sont de plus en plus difficiles. Les conditions matérielles au travail sont de plus en plus difficiles aussi pour la majorité des Français. Il y en a peut-être certains qui vivent sous l'époque du télétravail, mais la grande majorité des Français vivent sur des moments qui sont de plus en plus difficiles. Moi, quand je travaillais dans une station-service, on se levait à 5h, on commençait à 6h. Et même, parfois, on terminait à 20h, sans pause. Et parce que de plus en plus de Français sont en train de dire ça. Quand vous rencontrez les Français dits lambda, ou la France d'en bas, et c'est ce qu'a exprimé une partie de la France des Gilets jaunes, au-delà de la question des salaires, il y avait la question des questions matérielles de travail. Et donc, moi, je trouve anormal que des représentants du peuple soient en tel décalage avec le peuple qu'il est censé représenter. Si le peuple a on demande en fait au peuple de travailler plus longtemps, c'est ce qui est demandé par la forme des retraites, de travailler plus dur, notamment en semaine, pour augmenter le niveau de productivité. Il est normal que ceux qui doivent nous représenter s'appliquent ce même type d'effort plutôt que de se plaindre. Yves Bourdillon, député exemplaire. Doivent-ils l'être aussi sur la durée du temps de travail, y compris nocturne? Oui, bien sûr, ils doivent être exemplaires sur tout, mais là, il y a quand même un phénomène qui est nouveau, c'est qu'on a fini avec le Parlement des députés godillots, c'est-à-dire où il y avait une majorité pour le parti présidentielle qui finalement votait assez facilement les lois puisqu'il n'y avait pas de contestation. Il y avait quelques tours d'horizon, il y avait des amendements. En ce moment aussi, il y a quelques tours d'horizon, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est pour la première fois depuis peut-être le début de la Ve République que le Parlement il n'y a pas une majorité pour le président, ou du moins, il y avait déjà eu des situations de minorité, mais assez courtes. De fronde, voilà. notamment, en interne. Donc c'est plus de travail.
forcément. Et puis c'est vrai qu'on peut se poser la question quand même. William Tay, je suis en partie d'accord avec vous, mais est-ce que 4h du matin, pendant 5 ans, ça va tenir? Il faut quand même garder un peu d'efficacité pour Ils ne le feront pas pendant 5 ans. On va les rassurer, ils ne le feront pas pendant 5 ans. C'est un barreau de début, mais c'est vrai que aussi, c'est d'ailleurs assez savoureux. Vous ne connaissez pas les crises qui peuvent survenir. Les dernières années en témoignent. Encore faut-il qu'il d'ailleurs reste élu 5 ans. La NUPES présente des centaines d'amendements. C'est une technique d'obstruction très classique. Depuis que le Parlement existe, enfin depuis des décennies, il y a ce phénomène-là dans tous les pays d'ailleurs. C'est assez savoureux les 2 tweets que vous avez cités, puisque Aymeric Caron reproche le fait qu'il y a trop de travail, il y a trop d'amendements, mais c'est son parti qui dépose tous ces amendements. Et au passage, assez discret d'ailleurs, Aymeric Caron depuis le début de cette législature. Qui s'occupe des moustiques, pas de caricature, s'il vous plaît. Alors la réponse aussi au passage d'un autre député qui n'est pas de son parti est excellente, parce qu'il dit qu'il faudrait moins de lois plus courtes. Alors là, je suis entièrement d'accord. Et tout le monde est d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on en fait encore plus. Moins de législatifs, ça donne plus d'efficacité normalement. Oui, mais quand on citait tout à l'heure les dépenses publiques les plus élevées, la France est aussi le pays au monde qui produit le plus de lois et de règlements. On doit en être à une dizaine de codes qui sont à chacun à 4000 pages. Et je crois qu'on doit rajouter chaque jour 5-6 pages. On vérifiera, mais je crois que le quinquennat qui vient de s'écouler est le moins productif en termes de lois. Attention, il y a beaucoup de décrets et le Covid en a bien sûr évidemment participé. Patrick Bonin. Juste un mot aussi, il y a beaucoup de nouveaux députés, de gens qui découvrent ce métier, et il y en a énormément. On ne va pas revenir sur Aymeric Caron, arrêtez de faire sa promo, mais lui non plus ne connaissait pas le monde parlementaire. Il y a énormément de nouvelles personnes qui viennent d'être élues et qui découvrent ce monde parlementaire. Et oui, dans ce travail parlementaire, il y a des débats qui durent des nuits, ça fait partie du job. Sachant que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la fiche de poste du job, ils la découvrent et ils se disent, tiens, alors là, mais là, les Français, ils tombent de l'armoire. Mais oui, mais quand on dit des députés qui ont été candidats aux législatives, avec une campagne, avec des médias, ils ne connaissent pas la fiche de poste. Mais c'est une réalité. D'ailleurs, on l'a vu sur énormément d'éléments. On arrête de s'étonner alors des sondages. Vous noterez d'ailleurs dans les images mais vous l'avez vu dans les images que vous avez passées tout à l'heure, on voit des députés avec le code de l'Assemblée. Non, mais ça, la rigueur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'apprendre le règlement intérieur. Ah bah c'est formidable. Mais je pense que nous tous ici, on connaît le règlement intérieur des entreprises dans lesquelles on travaille. Donc il faut aussi se dire, et on le comprend, que pour beaucoup d'entre eux, ils sont nouveaux dans leur job. Et donc, oui, il y a des contraintes qui sont inhérentes à leur job. Mais oui, les Français, forcément, pour tous ceux qui se réveillent à 1h du matin pour aller travailler, pour ceux qui font les 3-8 et pour ceux qui connaissent ça, se disent... C'est quand même, pour ces députés qui viennent de commencer depuis 2 mois, ça fait 2 mois qu'ils sont là et ils commencent déjà à se plaindre. C'est effectivement assez particulier. On va entendre l'un des nouveaux vice-présidents de l'Assemblée nationale qui connaît alors lui par cœur le Palais Bourbon, c'est Sébastien Chenu du Rassemblement national, député du Nord, qui revient justement sur ce possible burn-out des députés à l'Assemblée nationale. Non, mais un député qui est en burn-out, c'est un député qui ne sait pas gérer son travail. Quand on est député, on n'est pas en burn-out. Quand on est député, on est là pour une mission, ou sinon on repart chercher des forces dans sa circonscription et on revient. Mais on est missionné pour débattre au service des Français. Il y a des Français qui n'ont pas le choix de se lever le matin aux aurores pour travailler, donc il n'est pas question de se plaindre. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on travaille bien la nuit? Est-ce que construire la loi, légiférer la nuit, c'est bien? Moi, je pense que non. Une démocratie moderne ne devrait pas fonctionner ainsi. Le rythme de travail à l'Assemblée nationale, il est particulier. On peut travailler sur des courtes périodes de façon très dense, le jour, la nuit, débattre. Et puis après, on a des vacances parlementaires. Et puis on a la circonscription. Donc c'est un rythme différent. On a peut-être des collègues qui ont du mal dans la majorité ou chez les écolos à se faire à ce rythme. Eh ben, ils vont s'entraîner un petit peu et puis ils verront que c'est probablement moins insupportable qu'être sur une chaîne pendant les 3-8. C'est plutôt bien résumé de la part de Sébastien Chenu, assez habile aussi politiquement, si certains dans le gouvernement, dans la majorité, et des écolos sont fatigués, qu'ils prennent des vacances. En clair, ce que dit Sébastien Chenu. Mais ce qui est intéressant, et ce que je préfère d'ailleurs remarquer dans son intervention, c'est le travail parlementaire qui est parfois... méconnu aussi des Français, William Tay. Là, on assiste depuis quelques semaines au théâtre politique dans l'hémicycle, avec ces échanges parfois nourris, parfois drôles d'ailleurs, mais aussi, malheureusement, on le regrette parfois, avec des débordements, comme en témoigne ce salut nazi, par exemple, d'un député de la majorité. Mais il y a aussi le travail en commission, il y a le travail en circonscription, ce que disait Sébastien Chenu, et finalement, ces députés travaillent inlassablement toute l'année. Et il faut bien le répéter aux Français, c'est pas que le spectacle dans l'hémicycle. Il y a du boulot, ils travaillent. Il faut pas faire non plus et tomber dans l'anti-parlementarisme. Non, mais les élus politiques font une mission qui est noble.
Le problème, c'est que quand vous avez 2-3 personnes comme ça qui mettent des tweets comme ça, ils dévalorisent toute la fonction. C'est pour ça que je suis dur à leur égard. Le métier politique, c'est un des métiers les plus nobles possibles. Et même, on parle des parlementaires nationaux, mais on ne parle pas des élus locaux qui consacrent tout leur week-end. Notamment, moi, je connais des personnes qui reçoivent des appels à 23h le soir pour gérer des problèmes de voisinage, etc. Les maires et ils le font à des salaires qui sont ridicules, parfois à 300-400 euros. Et on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, je change un peu de sujet, mais dans le palmarès, si on peut s'exprimer ainsi, des professions les plus exposés aux violences, les élus font leur apparition dans ce classement. Oui. À la 10e place, les élus sont c'est un métier qui est très difficile et à cause de différentes caricatures, on a cru que le métier de député, c'était uniquement, et ça a été dû au fait, ça a été de façon caricaturale le dernier quinquennat où il suffit juste de lever la main, participer et toucher son chèque à la fin du mois. Il faut casser cette image. Mais je pense qu'il faut casser cette image et moi je pense que le changement de régime est utile à ce niveau-là. Et les Français ont eu raison de mettre une majorité au président de la République, mais sous contrainte. Et ça permet en fait de revenir à l'essence même de la Ve République. Qu'est-ce que l'essence de la Ve République ? C'est un président qui est là pour donner un cap et un gouvernement qui est en relation avec le Parlement. Et le Parlement est censé agir comme un contre-pouvoir, en tout cas guider l'action publique. Le Sénat comme opération. On va revenir à De Gaulle, mais vous pensez vraiment que le général De Gaulle avait ça à l'esprit ? Je vais aller là-dessus. Comme sur la question. Non, mais je pense que l'avenir des institutions doit se diriger vers ça. Moi, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que le Sénat doit agir sur une question de contrôle des politiques publiques et l'Assemblée nationale doit jouer son rôle politique, notamment pour poser la question des responsabilités gouvernementales. Si nous avions ce type d'assemblée dès le début, est-ce qu'on aurait assisté au fiasco du Stade de France et notamment Gérald Darmanin qui dit à la tribune c'est la faute des supporters anglais. Est-ce que sur différentes opérations, sur différents échecs de politique publique, on aurait pu avoir un gouvernement qui jette la question ? Est-ce que l'affaire Benalla aurait pu passer le cap de l'Assemblée nationale avec ce type d'assemblée parlementaire ? Très honnêtement, je ne suis pas sûr que le Stade de France aurait changé la face des choses. En revanche, par exemple, sur la gestion du Covid, peut-être que cela aurait mérité d'autres débats parlementaires. Je vais aller dessus parce que c'est une question de comparaison. Tous les pays européens fonctionnent sur une question de régime parlementaire. Vous avez vu par exemple que Boris Johnson a été démis de ses fonctions, non pas sur des questions de politique publique, mais à cause de ses frasques. Et différents gouvernements dans n'importe quel pays nordique, quand un ministre commet une faute, il est démissionné automatiquement. Et donc je pense qu'on avance sur un régime qui est non pas d'irresponsabilité, mais de responsabilité. De mesure où vous avez un gouvernement qui gouverne, mais qui est sous l'égide du Parlement, qui contrôle et qui est là pour améliorer l'action publique. Et je pense que c'est très utile. Et il faut que les députés s'y mettent, parce que s'ils ne sont pas là pour 5 ans, je pense que l'Assemblée sera dans cette configuration pour les 20 années à venir. Et bien sûr, on est un cas à part quand vous voyez le Cénacle du Conseil européen, il n'y a que des premiers ministres et un président de la République, Emmanuel Macron. Tous sont contrôlés justement par un Parlement et le président français échappe à cette règle. Effectivement, Yves Bourdillon, c'est quand même, on le remarque depuis plusieurs semaines, une assemblée, j'allais dire, presque plus démocratique avec ces oppositions qui, malgré tout, parfois s'entendent et c'est, forcé de le reconnaître, assez efficace pour les Français. C'est une assemblée sans proportionnelle, mais on voit ce que ça pourrait donner. Et pour l'instant, en tout cas, ça tient. Après, on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Non, mais je sais qu'il rigole, Patrick Bonin, parce qu'il a misé sur une dissolution avant Noël. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. L'autre. On peut très bien démarrer avec du bon boulot. Et je ne vous ai pas dit que ça ne serait pas le cas. Je trouve que vous avez un calendrier très précis et assez rapide. Mais on redécouvre le débat, le compromis, c'est-à-dire en fait la base d'une démocratie, après des décennies, on va dire, de dérives hyper présidentielles, parce que quand même ce qui se passe en ce moment est tout à fait conforme à l'esprit des institutions de la Ve République, qui est un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, avec un Parlement qui détermine et conduit la politique de la nation, article 20 de la Constitution. Donc c'est quand même normal ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être désagréable pour le président de la République qui espérait avoir une majorité à sa main. Il est obligé de passer des accords avec les LR, peut-être demain avec d'autres partis sur d'autres, au cas par cas, sur d'autres lois. Je trouve que c'est plutôt positif. Voilà. Alors ça n'empêchera pas une dissolution, parce que si le président n'arrive pas à faire passer tous les textes qu'il veut dans les termes qu'il veut... On pense notamment aux retraites. Oui, alors dans 6 mois, 1 an, il peut dissoudre, avec un résultat qui ne sera peut-être pas meilleur pour lui. William Tay, vous pensez vraiment que ça le gêne, Emmanuel Macron ? On a l'impression qu'il compose avec cette nouvelle donne politique. Moi, je pense que ça l'arrange, parce qu'Emmanuel Macron, au premier tour, voulait gouverner plutôt au centre droit. Et donc, du coup, tous les textes vont passer grâce à LR. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas totalement insatisfait. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il dissolve rapidement. C'est possible qu'il le fasse, mais il faut qu'il crée un contexte politique qui est particulier pour en sortir renforcé, comme justement De Gaulle en 68. Mais sur la question en fait, du quinquennat et sur la question même de l'action politique d'Emmanuel Macron, est-ce qu'en fait, avec ce type de configuration... Est-ce qu'il peut faire passer Est-ce que ce type de configuration ne permet pas d'améliorer l'action d'Emmanuel Macron ? Est-ce que s'il avait gardé son assemblée classique, donc une majorité parlementaire LREM, est-ce qu'on aurait eu éventuellement
la retraite à 64 ou 65 ans, sans qu'LR le pousse. Est-ce que sur la question du prix de l'essence, on sera arrivé à un compromis à 1,50 alors que Bruno Le Maire avait annoncé au départ une baisse de 18 centimes. Donc je pense que ce type de configuration permet notamment de faire des réformes de façon beaucoup plus forte. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, c'est le prix du compromis. Il fait un compromis au centre-gauche, un compromis au centre-droit. Et en fait, quand il va faire un compromis au centre-gauche ou avec la gauche, ils vont lui demander plus de radicalité sur l'écologie et sur différentes actions. Et quand il fera des compromis avec la droite, ils lui demanderont plus de radicalité sur les réformes économiques, sur la liberté et sur la réforme de l'État. Donc je pense que ça va dans le bon sens parce que la France a besoin de radicalité. On a besoin de radicalité, on a besoin d'une rupture et d'un changement de paradigme très fort pour rompre avec les 40 années qu'on dure au déclin. C'est pas une personnalité qui est très contente de faire des compromis qu'on impose. Hein. Ça ne correspond pas. Sans parler du fait que, dans la limite du fait que quand on est député, nouveau dans son poste, et qu'on se dit, tiens, on va faire un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Évidemment, l'ensemble des députés sont plutôt pour faire que cette proposition, et les députés sont plutôt tous pour faire un effort pour que leurs concitoyens aillent mieux. Donc, quand ce sont des propositions qui ont pour but et qui, forcément, à un moment ou à un autre, vont converger vers un intérêt commun, une fois qu'on aura des débats sur les retraites, l'âge de la retraite, le compromis sera beaucoup plus dur à trouver avec des gens qui ont forcément des positions qui seront beaucoup plus cristallisantes. Donc, forcément, là, évidemment, sur la question-là, les débats étaient quand même... Emmanuel Macron, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être sanglant. Au premier tour, Emmanuel Macron a promis la retraite à 64 ans. Pour attirer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'était quasiment s'il revenait dessus. Alors que là, vous êtes certain qu'avec le groupe LR qui agit en pivot, on aura la retraite à 65 ans et c'est utile pour le pays. On s'en fout que ce soit impopulaire pour Emmanuel Macron. Ce qui est important, c'est de savoir si telle ou telle réforme va être utile pour le pays. Emmanuel Macron n'est pas en état de se représenter. Et donc, un groupe comme ça lui permet... C'est pas qu'il n'est pas en état, c'est qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est ça, il n'est pas en état. De toute façon, même politiquement, il était... Donc il va être obligé de faire des réformes qui sont plus dures et qui sont nécessaires à la France. Est-ce qu'il va agir sur la question des dépenses publiques? Est-ce que si par cas vous n'aviez pas une majorité, un groupe LR pivot, est-ce qu'il aurait agi sur la question des dépenses publiques, sur la question des impôts, sur la question des déficits publics, sur la question des retraites, sur la question du travail, sur la question de l'assurance chômage? Il n'a pas encore agi. Oui, pour l'instant, il n'a rien fait. C'est ça l'avantage. Il a annoncé des intentions parce que sinon, il n'a plus de majorité. Pardon, mais William Tay, vous dites juste sur la dépense publique, c'est le groupe LR qui... s'engager sur un blocage des prix de l'essence. Donc... Oui, mais c'est une baisse de taxes. C'est une baisse qui est compensée par une baisse des dépenses publiques, normalement. On a vu LR changer d'avis assez facilement. C'est ça. LR, pivot, mais d'ailleurs, c'est assez intéressant. On aurait peut-être dû les sortir, mais le groupe LR, les Républicains, est bien sûr celui qui a voté le plus conformément les amendements du gouvernement. Et même, c'est intéressant, même Éric Ciotti, par exemple, qui brigue la présidence de LR, qui est dans une frange un peu plus radicale à droite que certains autres, a voté, je crois, à 70% des amendements du gouvernement. C'est vrai que c'est un changement de paradigme, comme vous le disiez tout à l'heure, cette assemblée, mais en quelque sorte plus efficace, en tout cas on le souhaite, même si Patrick Bonin en doute sur les grands textes. Et effectivement, on peut se demander ce qu'adviendra la réforme des retraites avec ce Parlement. Parlement. La question suivante, si Emmanuel Macron propose la retraite à 65 ans, est-ce que vous imaginez un député LR voter contre? Non, bien sûr que non. Sauf si le nouveau président du parti indique des... Non, mais ça veut dire que le groupe La République En Marche plus le groupe LR, ça passera. Alors que vous ne l'auriez pas eu lors de la... Qu'est-ce qui avait bloqué, notamment avant la question Covid? C'est la question de l'âge pivot, et notamment du fait qu'Emmanuel Macron... ce qui avait bloqué, c'est qu'on n'y comprenait rien aussi. Et peur de la rue et peur des syndicats. Ouais. Moi, je pense que l'avantage d'avoir ce groupe parlementaire, et c'est ce qui se passe exactement aux États-Unis. Il faut se dire, souvent on a dit que la France était basculée dans la 4e République. C'est pas vrai. La France est un régime semi-présidentiel qui repose, notamment comme sur les États-Unis, sur un accord de chambre. C'est-à-dire que quand vous avez le président des États-Unis, il n'est pas élu de façon autoritaire, il décide tout seul. Il doit composer avec la Chambre des représentants et le Sénat. Et c'est ce qui se passe en France. Et je pense que ça permet d'améliorer les textes. C'est ça mon point. Après, il y a un autre risque, Patrick Bonin, Yves Bourdillon, c'est la rue. On a vu tout à l'heure un tweet de Louis Boyard, ce jeune député de la France Insoumise qui appartient même à la NUPS. Dire voilà, on a fini en gros cette période législative à l'Assemblée nationale. Prochain rendez-vous, la rue et les gilets jaunes, quasiment dans une demande insurrectionnelle. C'est le risque de cette nouvelle Assemblée, c'est que la NUPS, si on parle que de la NUPS, mais plus forte qu'elle ne l'était en tout cas à travers le groupe de la France Insoumise qu'en 2017, va se sentir pousser des ailes et aller pousser dans la rue ce qu'elle n'obtient pas dans l'Assemblée. Oui, c'est un classique d'ailleurs de ce genre de mouvement politique, c'est que quand on fait un combat parlementaire et qu'on le perd, on essaye de le regagner sur un autre terrain, souvent d'ailleurs le terrain de la rue. Après,
là où je suis d'accord sur ce point avec mon voisin, c'est que forcément, les échanges et la rue et les Français seront aussi face aux éventuelles contradictions de la NUPES, parce qu'en réalité, des contradictions entre les écologistes, la France insoumise, les communistes et les socialistes, il y en a eu quand même pas mal, et qu'il faudra aussi se rendre dans la rue et assumer une partie de ces contradictions, ce qui ne sera pas si simple. Et ensuite, juste un point, c'est aussi la démarche mélenchonienne dans cette approche, c'est qu'à chaque fois qu'on perd sur un terrain, on se dit attention, on va se rattraper à la prochaine élection et au prochain tour. Et donc, une fois qu'on a perdu une fois, deux fois, trois fois, on se dit attendez, le prochain tour sera dans la rue et celui-là, je vais le gagner. L'avantage de celui-là, c'est qu'au moins, il n'y a pas de gagnants. Et il y a souvent d'ailleurs beaucoup de perdants, notamment dans les excès que peuvent représenter certaines manifestations. Donc oui, c'est un classique de la dialectique et de la communication politique de l'extrême gauche, à savoir, bougez pas, le prochain tour, il va se jouer dans la rue. Là, il sera sans doute un peu plus délicat de jouer dans la rue parce qu'il faudra qu'ils aillent aussi face à leurs propres électeurs et que parfois, face à ses propres électeurs, la volonté et la virulence des propos descend souvent d'un ton. Et l'assumer dans l'hémicycle avec un groupe qui n'est plus simplement un groupe d'agitation, 17 députés. Même s'ils agitent quand même pas mal de choses. Oui, mais ils ont aussi quand même une certaine aura maintenant dans cette assemblée. Yves Bourdillon. Ils annoncent un 5e tour, voilà. Il y a eu les 2 tours. Vous l'avez compté, vous? Oui, 2 tours. C'est vrai que depuis le début de l'émission, vous faites des calculs et ils sont assez précis généralement. Donc je sais compter jusqu'à 5. Peut-être que même ils vont monter à 6, 7 tours parce qu'ils ont quand même pas mal d'imagination. Il faut faire attention au passage que la rue, c'est une espèce de fantasme, de concept. En France, parce qu'on a une histoire un peu agitée, parfois la rue échappe d'abord aux apprentis sorciers, et puis il peut y avoir une rue qui sort, les Gilets jaunes en sont un exemple, hors de tout mot d'ordre politique. Voilà, il n'y a pas eu un parti politique qui a créé les Gilets jaunes. Ils ont été en réaction à une décision stupide. Donc, on a vu certains essayer de la récupérer, cette action des Gilets jaunes, et c'était assez transpartisan là aussi. Voilà, mais c'était après que le mouvement se soit imposé, en quelque sorte. Donc on peut peut-être imaginer ou craindre un mouvement de rue pour tout motif de mécontentement social. On est quand même dans une période avec l'inflation actuellement qui est quand même sur les 6%, qui peut monter à 10%. 10% d'inflation, c'est quand même considérable. C'est 10% de vos revenus qui disparaissent chaque année. Même si aujourd'hui, on est les plus préservés en Europe. Je disais ça ce matin dans le Figaro. La France échappe à des taux que connaissent parfois certains de nos voisins. William Tay. Moi, sur la question du mouvement social, on annonce souvent le fameux tour social, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, la première. Je vais vous poser une question contre-pied. Est-ce que la rue ne peut ne pas exister, finalement, la contestation dans la rue? Moi, je pense que c'est pas exclu. Je pense que c'est pas exclu pour plusieurs raisons. Quand vous prenez les chiffres de mobilisation classiques, c'est-à-dire vous prenez toutes les études comparatives, notamment sur une même réforme. Quand vous aviez la réforme Fillon qui faisait passer notamment de 60 à 62 ans, donc sous le président Sarkozy, vous aviez 2 millions de personnes dans les rues. Quand Emmanuel Macron voulait faire passer avec l'âge pivot 62 à 64, je crois qu'il y en avait 300 000 ou 500 000 en pic, notamment parce qu'il y a une question qui est essentielle, et on l'a vu notamment avec les élections, c'est que les Français se mobilisent plus, même pour participer à un vote. Donc vous êtes pas sûr. Forcément une bonne nouvelle. Non, mais vous n'êtes pas sûr, du coup, par conséquent, qu'il y aura une mobilisation dans la rue. Parce qu'on a promis à plusieurs reprises, notamment après le Covid, il y aura un 3e tour social, il y aura un fameux 3e tour social. Mais quand on a vu les réformes d'Emmanuel Macron sur la SNCF, sur la réforme du Code du travail, etc., on a des mobilisations qui sont finalement mineures pour différentes raisons. La première, c'est qu'en fait, on a un changement de paradigme au niveau économique. Et donc, du coup, les Français pensent que les remèdes qui étaient précédents ne sont pas forcément les bons. Et deuxième point, cette fois-ci, c'est que le corps qui doivent les représenter, notamment parce qu'avant ils allaient dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas manifester à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils peuvent manifester à l'Assemblée parce qu'ils sont représentés à l'Assemblée. Donc c'est pas sûr qu'ils manifestent pour autant. Je dis pas qu'il n'y aura pas de manifestation, mais elles sont de moins grande ampleur que ce qu'on avait connu par le passé. Mais peut-être avec une caisse de résonance qui se fait toujours évidemment plus importante parfois, en tout cas, qu'est-ce qu'elle n'est dans la rue. On marque une dernière pause dans On peut tout se dire et on se retrouve pour entamer notre chapitre sécurité avec vous, messieurs. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes. Restez bien sur CNews. C'est la dernière partie d'On peut tout se dire. Merci d'être avec nous. Il y a un journal, je crois, d'abord. J'allais commencer tout de suite. Si on peut... Oui, il y a un journal, bien sûr, évidemment, avec Adrien Spiteri. On commence nos débats dans quelques secondes. Le point sur l'actu, Adrien. À Fleury-Mérogis, un jeune de 17 ans est mort hier soir après une rixe survenue mardi dans le quartier des Honnêtes entre deux bandes rivales. Le jeune homme avait été évacué en état de mort cérébrale vers un hôpital parisien. Il a succombé de ses blessures. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte.
Un imam du Nord réputé proche des frères musulmans va être expulsé. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes, a-t-il déclaré. En 2004 déjà, l'homme avait été accusé de propos antisémites par le CRIF. Et puis Lorena Wips remporte la 5e étape du Tour de France féminin. Au sprint, elle devance la championne du monde italienne Elisa Balsamo et la maillot jaune Marianne Vos. Il s'agit de sa 2e victoire après son succès inaugural à Paris dimanche. Une étape marquée également par une chute spectaculaire à 45 km de l'arrivée. Merci Adrien Spiteri, Patrick Bonin, Yves Bourdillon, William Tess sont toujours avec nous sur le plateau. L'immigration, on a un sondage d'abord et on va ouvrir le débat au centre de rétention et toutes les questions qui en découlent. Le sondage CSA pour CNews nous dit quoi ? 71% des sondés veulent réduire l'immigration, le flux d'immigration. C'est assez transpartisan là aussi, assez œcuménique. Selon vous, faut-il réduire considérablement le flux d'immigration en France ? Gauche, oui à 47%. La droite 84%, une partie de la droite quand même qui pense qu'il faut réduire davantage que la gauche, mais il y a quand même un électeur qui se dit de gauche sur 2 qui veut réduire, je cite le terme, considérablement le flux d'immigration en France. Comment faire ? Et c'est là où on essaie de se poser les bonnes questions avec les centres de rétention. On a l'habitude, et vous l'entendez peut-être sur nos antennes parfois, notamment dans la bouche des hommes politiques, du ministre de l'Intérieur, de parler des CRA, les centres de rétention administrative. Déjà, on va voir comment ça marche avec Vincent Fernandez et ensuite on en parle. Vincent Fernandez. Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures, mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placées dans les centres de rétention administrative. Sujet très précis. Merci Vincent Fernandez. D'ailleurs, si Emmanuel, vous pouvez juste extraire peut-être certains tableaux avec les chiffres, c'est très intéressant de les avoir pour éclairer notre débat, notamment sur la durée de rétention moyenne, 22 jours. Normalement, on devrait, si on comprend bien, y passer 48 heures et on peut aller jusqu'à 90 jours. Est-ce que cette question des délais, Yves Bourdillon, est centrale dans le traitement administratif, encore une fois, de ces migrants placés en centre de rétention ? Elle est évidemment importante, puisque comme vous le soulignez, normalement c'est 2 jours, et il reste 10 fois plus. Donc il y a un problème qui a des causes multiples, notamment la difficulté du point de chute. C'est-à-dire qu'ils doivent être expulsés vers des pays qui n'ont pas envie forcément de les accueillir. Donc on est dans une problématique délicate où le rapport de force n'est pas en faveur de la France, puisque on dépend du bon vouloir de pays qui, c'est de bonne guerre, peuvent demander des compensations, soit financières, soit géopolitiques. Donc, ou simplement nous opposer un refus catégorique. Oui, simplement, ils estiment que ce n'est pas du tout leur intérêt de reprendre ces gens-là, qui pour eux ne sont pas... Est-ce qu'on a des leviers face à ça ? On pense Gérald Darmanin l'année dernière qui dit on va réduire de 50% les visas, notamment pour l'Algérie, pour les Algériens. C'est un levier qui peut fonctionner, qui est efficace ? Oui, sur l'Algérie, il y a un accord très particulier lié aux accords d'Évian de 1962 de libre entrée sur le territoire, peu ou prou. Donc, il y aurait un levier qui aurait des conséquences diplomatiques probablement énormes. C'est-à-dire qu'on se fâcherait beaucoup avec l'Algérie. Donc, alors que les relations sont déjà délicates. On se souvient de propos, pas toujours à droit, mais incendiaires. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Voilà, donc, ce ne sont pas des relations très apaisées. Non, c'est quand même le seul pays qui est issu de départements français à l'issue d'une guerre civile. Voilà. Donc il y a un contexte très particulier. Mais même pour les autres pays, oui, on peut faire un chantage au visa. Alors là, effectivement, il y aura des gens qui diront, mais alors on va empêcher des étudiants méritants de venir chez nous. Donc oui, c'est délicat. Ou des travailleurs agricoles, comme nous le répètent parfois des agriculteurs, issus du Maghreb, du Maroc, de la Tunisie. Oui, alors là, c'est toute la question qui doit
d'ailleurs dépasse les centres de rétention. C'est les rétention. immigrations dont on devrait parler. Est-ce que c'est notre intérêt d'avoir une immigration ? Certains, effectivement, il y a un lobby d'immigration. Il y avait un lobby de la betterave, donc on peut avoir un lobby d'immigration qui dit qu'on a besoin d'immigrer pour faire certains travaux, pour une main-d'œuvre soi-disant docile. Pas forcément, d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'un immigré soit plus docile qu'un résident, il défend ses droits. Et puis, voilà, on dit qu'on en a besoin, mais au passage, le sondage que vous citiez montre que la plupart des Français, y compris d'ailleurs parfois des immigrés, ne sont pas favorables à une politique dans ce sens-là. Ils estiment peut-être qu'on est arrivé un peu au maximum. William Tay, sur cette question des centres de rétention, c'est la question centrale de notre débat ce soir. Est-ce que c'est suffisamment efficace et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer si ça ne l'était pas ? Alors, c'est une question compliquée, je vais essayer d'y répondre. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet très compliqué. La question essentielle, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme politique migratoire. Il faut que la France arrête de subir, mais qu'il faut qu'elle choisisse l'immigration. Pour choisir l'immigration, il faut mettre en place des mécanismes qui sont importants. Sur la question d'admission, en fait, sur le territoire français, nous, ce qu'on propose, c'est que les demandes d'admission en France se fassent non pas sur le territoire français, mais à l'extérieur du territoire français, dans les consulats et dans les ambassades, sauf territoire de guerre, exception. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des hotspots ? Tout à fait, tout à fait. Des centres de tri, diront les associations ? Dans les ambassades. Et donc, en fait, on met des quotas quelque part. En fait, on les met là-bas, comme ça, du coup, on n'a pas besoin de les expulser. Ce qui est très intéressant, ce qui est très utile d'un point de vue opérationnel, parce que vous savez que d'un point de vue humanitaire, c'est contesté. Non, mais sauf les territoires en question de guerre. Donc c'est une décision française auquel on décide quels sont les territoires qui sont classés en guerre ou pas. Sur le deuxième point, sur comment on fait pour expulser ceux qui sont déjà en France, il y a une action qui est nécessaire à la fois de l'intérieur, de la justice et une question diplomatique. Donc le ministère de l'Intérieur fait plutôt bien son travail. La justice ralentit parce que nous avons des délais, des procédures qui sont de plus en plus longues dans la mesure où quelqu'un qui subit une OQTF est susceptible de mettre en place un recours, mettre en place devant un juge référé, etc. Donc ça alourdit la procédure et donc ça retarde. Enfin, les fameux 48 heures peuvent être élargis notamment en différents des recours. Ils peuvent aller dans la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc on a des obligations légales auxquelles il faut pouvoir s'extraire. Il faut que la France décide de dire certaines dispositions des traités européens et de la Convention européenne des droits de l'homme, non pas on les quitte, mais on décide de pouvoir renégocier certains de ces traités-là, notamment sur la question de la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous oblige à maintenir certains points. Ben moi, je pense qu'il faut le faire. Et le troisième point, c'est la question diplomatique. Il faut le faire. Il faut être en capacité de le faire. Et c'est quasi impossible. C'est très simple. Il suffit que le président de la République dise « je décide de mettre une clause suspensive sur tel ou tel article ». Et c'est fini. C'est réglé du jour au lendemain. Et on démarre une crise européenne. Non, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, c'est pas l'Union européenne, c'est différent. D'accord. C'est le Conseil de l'Europe. D'accord, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, sur le troisième point, c'est la question diplomatique. Il faut que la France arrête d'être, comme je le disais tout à l'heure avec la question européenne, notamment avec l'Allemagne, d'être eurobéa et de vouloir être plus internationaux que les internationaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'imposer un rapport de force avec certains pays, notamment avec 3 pays spécifiques qui sont les 3 pays du Maghreb, Maroc, Tunisie et Algérie. Nous avons 3 traités bilatéraux avec ces pays-là, dont auxquels je crois que 35 à 43% de l'immigration problématique, donc les OQTF, viennent de ces 3 pays-là. Il faut qu'on soit en capacité de leur dire maintenant, vous avez choisi la décolonisation, nous vous accompagnerons dans la décolonisation, mais nous avons un statut d'égal à égal. Ce type d'accord vous met en position d'infériorité parce que ça veut dire qu'on est toujours au-dessus pour être en capacité de vous aider. Si vous êtes nos égaux, on met en place un nouveau partenariat auquel vous conservez les personnes qui vont aller chez vous. Parce que si vous voulez vous développez. C'est un peu le cas avec le Maroc, William Tay. Oui, non, mais avec le Maroc, c'est bon. Il y a deux autres pays qui sont plus problématiques. Oui, d'accord. Mais... Un spécifique, c'est la question algérienne. Et donc, du coup, il faut dire à ces pays-là, on redéfinit une nouvelle organisation dans la mesure où nous ne sommes plus dans les années 60. Nous avons plus. Vous voulez partir sur un nouveau chapitre. Vous avez des atouts. Et si vous voulez que votre pays se développe, il faut que les jeunes puissent rester chez vous. Et enfin, avec les autres pays, il faut mettre en place des coercitions diplomatiques. La France est un pays qui est membre du Conseil de sécurité. Nous avons une aide diplomatique et une aide au développement qui est très importante. Et on dira aux pays suivants, si vous voulez continuer à vous développer sous l'égide française et européenne, eh ben on met en place un nouveau partenariat. Et par contre, vous reprenez les délinquants et les personnes qui sont victimes d'OQTF chez vous. Sinon, on sera beaucoup plus coercitif sur le plan diplomatique. Et ça veut dire pouvoir prendre des mesures diplomatiques unilatérales contre eux. On avait les demandes de titres de séjour. Hier, les pays qui en demandent le plus, en première position, c'était l'Afghanistan, bien entendu. En deuxième position, c'était la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'est pas en guerre ? Côte d'Ivoire n'est pas un pays en guerre. Donc le président de la Côte d'Ivoire a une relation spécifique avec la France. Il a besoin de se développer parce que la Côte d'Ivoire est sur un coin spécifique auquel il a besoin d'infrastructures. Donc le deal qu'on passe avec lui, c'est de dire on vous aide notamment en termes d'infrastructures, on met en place un partenariat qui vous aide notamment sur les infrastructures portuaires, sur la question des transports, sur l'aménagement des métropoles. À travers l'aide au développement. On voit ces chiffres. L'aide au développement. Et par contre, on a une seule condition à vous donner, c'est que vous reprenez les personnes qui sont victimes d'OQTF. Et c'est le deal qu'on passe avec eux. Et je pense
que le président ivoirien serait tout à fait d'accord pour mettre en place ce type d'accord, dans la mesure où c'est un accord d'égal à égal. Ça veut dire que c'est un accord auquel on passe avec un partenaire. On est plus sur une logique d'anciens pays colonialistes en disant on vous traite par-dessus, on vous impose quelque chose, on met en place un accord qui est gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire a besoin d'infrastructures notamment très importantes. Et puis en plus, ça nous permet d'un point de vue géopolitique, parce que sinon, s'ils ne se tournent pas vers nous, ils se tournent vers la Chine qui est en train de développer ses routes de la soie. Donc je pense que c'est une opportunité à la fois sur le plan de l'immigration, également sur le plan diplomatique, auquel on est capacité de redéfinir un nouveau partenariat avec l'Afrique. Patrick Bonin, j'allais dire vos solutions, mais en tout cas vos réflexions peut-être sur ce sujet, sur les centres de rétention, mais plus largement sur la politique migratoire que doit adopter la France. Est-ce que les centres de rétention sont efficaces ? Ça dépend pourquoi. Est-ce qu'ils sont efficaces pour juguler quoi que ce soit ? Non, le centre de rétention, c'est quelque chose d'administratif pour venir en soutien d'une politique sur les immigrations, parce que en réalité le terme ce sont les immigrations, et c'est quand même un enjeu pour beaucoup. Juste un point là-dessus. Quand on dit on les fait pour 48 heures et qu'effectivement ça dure 22 jours, il y a donc un problème en moyenne administratif versus un problème politique. Ce sont des choix politiques d'un côté, et de l'autre côté, des problèmes très administratifs de relations bilatérales avec les pays, de pouvoir réussir à faire cela. Donc on le voit bien, notamment dans l'utilisation aujourd'hui des politiques, il y a un discours politique qui se heurte à quelque chose d'ultra administratif et d'ultra technique. Alors la question peut se régler de manière bilatérale, effectivement, mais on n'enlèvera pas le fait que même si on évite de pouvoir avoir une immigration plus massive et effectivement de mettre en place certaines mesures, notamment sur des demandes d'accession au territoire depuis nos succursales diplomatiques dans ces pays, c'est une première solution. La question de ces centres de rétention, c'était pour essayer de juguler ce qu'il se passait sur le territoire avec des personnes qui sont en situation non régulière administrativement. Et en fait, c'est ça l'enjeu. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette gestion administrative, et qu'en fait, effectivement, vous allez me dire que je radote, il y a un enjeu administratif. Je ne me permettrai pas. Non, si je le sais. Vous avez le droit de radoter sur toutes les citations de Churchill que vous voulez. La France est un pays administré, et en réalité, cette administration-là, dans cet enjeu-là, est défaillante, parce qu'elle mêle d'ailleurs à la fois des enjeux du ministère de l'Intérieur, des enjeux effectivement diplomatiques, et puis des enjeux de gestion de la justice. Et on le voit bien parfois, la relation entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur n'est pas toujours au beau fixe. Quand on rajoute en plus effectivement là, c'est le ministère des Affaires, c'est tous les invités qui radotent. Le ministère des Affaires étrangères, c'est un peu compliqué. Ouais. Et sans doute que le sondage que vous présentiez tout à l'heure pourrait être peut-être effectivement reprécisé dans les prochaines vagues sur la question de quel type d'immigration. Parce qu'effectivement, l'enjeu des étudiants étrangers, mais vous avez raison. Aujourd'hui, certains domaines de l'économie française qui peinent à recruter et qui est quand même très content de trouver aussi une immigration nécessaire pour faire tourner Patrick Bonin. Donc voilà, effectivement, il y a une démarche. Et vous avez sans doute la réponse comme moi, c'est-à-dire que lorsque l'on parle, et on en a parlé en début d'émission, de cette agression au couteau au Mans d'un réfugié afghan, les Français répondent de cette immigration-là. Et c'est normal. Ils n'ont rien, je pense, dans leur grande majorité, contre les étudiants étrangers ou les travailleurs étrangers ou les migrants étrangers qui se comportent bien. Le problème, c'est ce que l'on voit malheureusement depuis quelques jours, et l'actualité se répète et forme une séquence, c'est-à-dire qu'à la Guillotière à Lyon, vous avez des personnes qui font l'objet d'OQTF et qui sont toujours sur le territoire français et qui sont coupables de nombreux délits, en tout cas c'est ce qu'annonce Gérald Darmanin, et vous avez cette agression au couteau au Mans de la part d'un réfugié afghan. Et du coup, on ne parle pas des immigrations, et c'est dommage. Et c'est pour ça que là, il y a un enjeu administratif, et en réalité, les Français réclament plus de fermeté, à savoir, quand il y a une décision administrative qui est prise, il faut réussir à l'exécuter. Mais ça ne sert à rien de prendre une décision administrative qui ne peut pas être exécutée. C'est ce que disait tout à l'heure, on disait sur les lois, c'est-à-dire que si on en vote mais qu'on ne peut pas les appliquer, en réalité, on a perdu du temps à les voter. Yves Bordillon. Juste sur les migrations de travail, puisque effectivement il y a tout un tas de métiers, généralement les métiers les plus salissants et les plus difficiles, où on sait très bien qu'en France il y a 90% de chances que ce soit des immigrés.
il y a quand même un petit problème, c'est que quand on voyage un peu dans certains pays, notamment d'Europe du Nord, eh bien, on voit bien que ces mêmes métiers sont faits. Le type qui récure les égouts, il est du coin, en fait. Et le serveur de café aussi est du coin. Et donc, il y a quand même un problème d'éthique du travail, en quelque sorte. C'est que nos chers jeunes ne veulent pas de ces métiers-là. Je peux les comprendre. J'aimerais pas non plus travailler dans les égouts. Mais dans d'autres pays, on ne recourt pas massivement aux immigrés. On fournit du boulot. Alors, peut-être parce que dans ces pays-là, le travail manuel n'est pas dévalorisé. On en revient toujours en France que si vous n'êtes pas docteur en sociologie, vous êtes dévalorisé. Enfin, il y a quand même un rapport au travail manuel qui est un travail tout à fait estimable. Et on voit d'ailleurs dans les nouvelles habitudes numériques aussi qui procèdent au recours à l'immigration. On le voit, je ne vais pas les citer, mais les livraisons notamment de repas dans des temps records. Et on le voit et on le constate parfaitement. Ce sont souvent ces travailleurs immigrés qui sont employés. William Tay. Et moi, je pense que ce qui est essentiel et ce que les Français veulent savoir, c'est quelle est la politique migratoire de la France, parce que c'est votre sujet. Quand vous allez aux États-Unis, vous savez quelle est la politique migratoire des États-Unis. Quand vous allez au l'exemple du Canada, par exemple. Voilà, au Canada, vous connaissez la politique migratoire du Japon, qui est plutôt sélective. Quand vous regardez la politique migratoire française, elle peut se résumer sous la statistique et la phrase suivante. La France exporte des bacs plus 7 pour apporter des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel. Quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, la France est le pays qui importe le plus, notamment donc la part d'immigrés, qui a le moins diplômés possible. Et donc ensuite, après, on se pose une question, notamment avec un taux de chômage qui est très important sur les métiers dits sous-qualifiés, que ces personnes n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, etc. Mais qui a décidé de les faire venir sur le territoire français ? Et c'est tous les sujets sur les différentes contraintes. Quand vous regardez la part, vous avez très peu d'immigration sur la question du travail. Ça représente 18-20%. La plupart de l'immigration est liée sur la question du regroupement familial, sur la question des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb et sur la question des demandes d'asile. La France a eu l'honneur, et elle doit le garder, d'avoir un devoir d'asile, notamment vis-à-vis des pays qui sont en guerre, parce que ça fait partie de nos principes constitutionnels. Sur les autres sujets, sur la question du regroupement familial, est-ce que la France est obligée de conserver un regroupement familial aussi important pour des personnes qui ont des permis de travail temporaires ? Est-ce que la France est obligée de faire venir des personnes, et notamment des civilisations qui sont incompatibles avec sa culture et qui n'est pas en capacité de s'adapter ? Je pense que c'est une question essentielle, c'est quelle politique migratoire nous voulons, sinon nous serons victimes à chaque fois des mêmes stigmatisations. Parce que quand vous interrogez les Français, ils vous disent toujours la même chose. C'est pas toutes les immigrations qui sont problématiques, c'est certaines migrations qui sont problématiques. Et justement, est-ce qu'il ne faudrait pas plus, notamment dans les personnes qui viennent, avoir plus de chercheurs, notamment qui viennent d'Inde, ou des personnes qui sont mathématiciens qui viennent de Chine, ou des personnes notamment qui ont certaines compétences spécifiques, des scientifiques, etc. Oui, je pense qu'il faut davantage ça. Il faut établir une nouvelle doctrine qui est la question de l'intérêt national. Est-ce qu'une personne qui vient sur le territoire français répond à l'intérêt national ? On y répondra certainement dans des prochaines émissions parce que c'est la fin dont on peut tout se dire. La démocratie est le pire des systèmes. Vous connaissez ? Oui. À l'exception de tous les autres. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, vous avez raison. Non, Churchill. Winston, bien sûr. Boutade, parce que nous avons beaucoup cité l'ancien Premier ministre britannique ce soir. Merci à tous les trois d'avoir participé, on peut tout se dire. Vous avez rendez-vous avec Barbara Durand pour le journal de la nuit. Et moi, je vous dis à demain, 21h, minuit. Restez bien sur CNews, l'info se poursuit.